Donc, en fait, le paradoxe de Saint-Pétersbourg, c'est donc que la solution proposée par les mathématiciens du début du XVIIIe siècle, qui consiste à dire la valeur d'une perspective risquée, c'est son espérance. Bah, dans le cas présent, dans le cas d'un jeu qui a une espérance infinie, mais une probabilité faible de donner des gains élevés, on voit bien qu'il y a une contradiction entre la solution conventionnelle et puis ce que dicte la raison élémentaire dans ce cas-là. Alors, c'est Daniel. Bon, voilà. Donc, en fait, Raymond de Montmort a proposé le jeu à Nicolas Bernoulli parce que pour lui, il y avait deux problèmes. Le premier, c'était pour écrire l'espérance, il fallait écrire une série infinie. Et à l'époque, chez les mathématiciens, il y a la question de savoir si on a le droit d'écrire une série infinie. Bon, c'est la question des intégrales impropres, d'accord. C'est enfin, même si on est en discret, mais c'est la question de savoir est-ce que vous avez le droit d'écrire un truc qui diverge. Bon, alors, il y a des gens qui en font un problème théologique en disant vous ne pouvez pas écrire un truc infini parce que l'infini, c'est Dieu et donc Ragnagna. Bon, on va laisser ça complètement de côté. Il y a des gens qui disaient à ce moment-là, mais qui disent toujours à quoi ça sert d'écrire des quantités qui n'ont pas de sens. Mais la deuxième question de Pierre-Raymond de Montmort, qui est plus intéressante évidemment pour les économistes, c'est est-ce que ça ne veut pas dire que le critère d'espérance mathématique n'est pas le bon? Et alors, donc, l'Europe savante s'empare de ce problème de Pétersbourg. Donc, alors, on a gardé des contributions écrites, en particulier de Buffon, le mec qui a fait le jardin des plantes, ce qui nous ramène au 5e arrondissement, de Gabriel Kramer, le mec qui a inventé la règle pour le calcul des déterminants, et de Daniel Bernoulli. Donc, c'est vous dire que quand même, il y a un débat scientifique en 1730. Alors, donc, la contribution de Bernoulli, elle est publiée en latin, et là où elle est super intéressante, c'est qu'en fait, c'est un pur article de micro. C'est-à-dire qu'il pose le problème, il propose une solution, et il donne des applications. Et alors, donc, la manière de Daniel Bernoulli de rendre compte du problème, bon, allez, je ne vais pas perdre un temps fou avec ça quand même, mais en gros, c'est qu'il dit on peut donner une définition du vocable valeur de façon que. Bon, en gros, son idée, c'est de changer la notion de la valeur. D'accord. C'est-à-dire qu'il dit la valeur doit être estimée non pas à partir du prix de la chose, mais à partir de l'utilité que chacun peut en tirer. Hein, et donc, son idée, c'est de dire il faut avoir une estimation de la valeur du jeu qui soit subjective, en valeur subjective et pas en valeur objective. Et il dit l'utilité dépend de la condition de chacun. Il n'y a pas de doute que 1000 ducats offre plus d'avantages pour un pauvre que pour un riche, bien que le montant soit le même pour l'un et pour l'autre. Donc, vous avez entendu, paf, utilité marginale pour la richesse décroissante, donc fonction d'utilité concave, donc solution. Voilà. Alors, donc Bernoulli propose cette solution, et en fait, cette solution, en gros, tous les économistes du 19e connaissent ce truc-là, et c'est le paradoxe de Saint-Pétersbourg, c'est complètement structurant dans l'émergence d'une pensée microéconomique, d'accord. Alors, mais y compris dans le certain, d'accord, pour dire y a une utilité marginale décroissante, c'est ça qui explique que la saturation des besoins, c'est ça qui explique la concavité des fonctions d'utilité dans le certain, etc. Bon, bref, on ne va pas y passer des heures. L'idée, c'est donc simplement de dire, en fait, quand vous avez à choisir entre deux stratégies, ce que vous faites, c'est que vous comparez la richesse finale qui découle du choix de l'une ou de l'autre des stratégies. D'accord. C'est-à-dire, si on a deux variables, hein, cette fois-ci, on reste en discret, mais on va un peu généraliser en disant une variable X, elle vous donne M possibilités de gains X1, X2, X3 jusqu'à XM avec des probabilités P1, P2, P3 jusqu'à PM. Vous avez une variable Y, enfin une stratégie Y qui vous donne des gains Y1, Y2, Y3 avec des probabilités Q1, Q2, Q3. Vous avez un niveau de richesse R. Et ben, vous allez choisir en fait vous allez choisir de suivre la variable X si quoi? Si l'espérance de l'utilité de X, c'est-à-dire en fait donc la somme des produits des probabilités des événements par l'utilité de votre richesse plus ce que vous apporte l'événement, c'est supérieur pour l'une ou pour l'autre. Bon, alors le problème ensuite, c'est que si vous voulez calculer la valeur à proprement parler de la variable X, en fait, on voit que c'est un formalisme qui n'est pas commode. Pourquoi? Parce que l'espérance d'utilité de la variable X, ça ne vous donne pas directement la valeur de la variable X pour vous.
en fait, pour obtenir la valeur de la variable x, il faut inverser l'espérance d'utilité que vous dérivez de x en plus de votre niveau de richesse et retirer la valeur de votre niveau de richesse. Voilà, donc la variable x, bah, elle ne vous donne pas forcément, comment dire, la variable x, elle n'a pas forcément une valeur positive. D'accord. Il y a des variables x qui ont une valeur négative, y compris d'ailleurs si vous avez de l'aversion pour le risque, ce qu'on va définir. Et il est possible, si vous avez de l'aversion pour le risque, que vous ayez une évaluation négative des variables simplement parce qu'elles n'ont que quelques possibilités négatives, alors que même qu'elles ont une espérance positive. Alors, en fait, le même Daniel Bernoulli, un peu plus tard, va montrer une propriété. Alors, il ne va pas montrer une propriété, c'est pas vrai, mais il va définir en fait un critère. Il va dire, le critère, c'est plutôt le dernier, d'accord, c'est plutôt le corollaire. Il va dire si on a deux variables x et y, et si... mais je suis idiot parce que c'est pas ça mon truc. Il faudrait que je change ça. Il faudrait que je change ça parce que c'est pas ça en fait. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Excusez-moi. Bon, d'abord, ça devrait être ça strictement. En fait, la manière dont Bernoulli exprime le truc, c'est pas ça. Bernoulli va l'exprimer comme ça. Il va dire, si vous avez deux variables x et y qui sont représentées par leur fonction de répartition f et g, alors en fait, et si quel que soit x, l'espérance de x, conditionnellement au fait que x est supérieur à ce petit x, elle est supérieure à l'espérance de y, conditionnellement au fait que y est supérieur à petit x. Bon, et si vous avez un x au 0 pour lequel cette relation est stricte, voilà, Bernoulli va dire ça en fait. Il va dire si vous avez ça, alors vous devez choisir x par-dessus y. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il a compris ce truc-là, et ce truc-là, en fait, c'est le truc qui va être démontré comme étant la dominance stochastique. Enfin, c'est le truc qui va être défini comme étant la dominance stochastique. La définition de la dominance stochastique elle date de 1947. Mais ensuite, les économistes vont montrer que si vous avez une fonction d'utilité croissante, ce qui est quand même a priori le cas de tout le monde, alors vous devez choisir les loteries qui dominent, enfin les stratégies qui dominent stochastiquement. D'accord. Et une façon de repérer que une loterie en domine stochastiquement une autre, bah, c'est que sa fonction de répartition est toujours en dessous. Pourquoi bah, en fait, l'argument de Bernoulli, il est assez convaincant. C'est-à-dire, quel que soit le x dans la distribution, l'espérance que vous donne une variable est plus grande que l'espérance que vous donne l'autre. Donc, ça va de soi que vous choisissez celle qui, pour tous les points de la distribution, vous donne une espérance conditionnelle plus grande. Voilà. Bon, alors donc ça, normalement, c'est une propriété de tous les décideurs. Alors, je ne sais pas si vous avez évoqué que la dominance seconde ou vous avez en fait fait tous les ordres de dominance, y compris la dominance troisième et au-dessus. Vous avez fait juste de la dominance stochastique pour avoir la dominance en risque en fait sur les portefeuilles. De premier degré et second degré. Ouais, donc vous savez que le premier degré, ça correspond au fait que, en gros, tous les décideurs qui ont une fonction d'utilité croissante, ils vont choisir les loteries, les stratégies qui dominent stochastiquement au premier degré. Bon, et la rationalisation de ça, c'est donc que si une loterie domine stochastiquement au premier degré une autre, alors sur n'importe quel point de la distribution, l'espérance conditionnelle de celle qui domine stochastiquement, elle est au-dessus de ce point, elle est supérieure à l'espérance conditionnelle de la loterie qui est stochastiquement dominée. OK ? La démonstration que je ne fais pas, c'est dans Hadar et Russell 68, ou 69, je ne sais plus. Bon, alors ensuite, on introduit l'aversion pour le risque et la notion d'aversion pour le risque en disant, en fait, il y a trois types de psychologie différentes qui sont déterminées par la concavité de la fonction d'utilité. Il y a les gens qui aiment le risque. Alors, on les appelle parfois des riscophiles, mais moi, je n'aime pas riscophile parce que risque, c'est une racine latine et
Shilane, c'est du grec. Donc, si on veut faire un truc cohérent, faut utiliser le mot grec pour risque. Et donc, le mot grec pour risque, c'est risico. Et donc, il faut dire risicophile, risicophobe et neutro-risque. Et risque neutre, si vous voulez. Bon, et donc, l'aversion pour le risque, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une fonction d'utilité concave. Et donc, quand vous avez une fonction d'utilité concave, vous préférez en fait, vous préférez quoi? L'utilité de l'espérance est supérieure à l'espérance de l'utilité. D'accord? En fait, c'est la définition de la concavité. C'est que une courbe qui est concave, c'est une courbe qui est telle que les cordes sont en dessous. Bon, et donc, si vous prenez un modèle à deux états, d'accord, il y a vous avez un état 1 qui vous donne une richesse R1 avec une probabilité P1 et un état 2 qui vous donne une richesse R2 avec une probabilité P2. Votre espérance de richesse, c'est P1R1 plus 1 moins P2, pardon, c'est PR1 plus 1 moins PR2. Et donc, l'utilité de cette espérance, ça correspond au point de la courbe. Et puis, l'espérance de l'utilité, ça correspond au point de la corde. Et donc, si vous avez de l'aversion pour le risque, le point de la courbe, il est au-dessus du point de la corde. Et donc, vous préférez l'utilité de l'espérance à l'espérance de l'utilité. Autrement dit, vous préférez l'espérance à la variable aléatoire. C'est en ça que vous avez de l'aversion pour le risque. Et donc, si c'est le cas, vous devez faire un choix qui correspond à la dominance stochastique à l'ordre 2. Et la dominance stochastique à l'ordre 2, c'est quoi? C'est l'idée que cette fois-ci, une loterie domine une autre à l'ordre 2. Alors attendez, j'ai une grosse bêtise ici, parce que c'est évidemment pas ça. Donc une loterie en domine une autre à l'ordre 2, si quoi? Si, alors cette fois-ci, c'est pas la fonction de répartition de celle qui est dominée. Souvenez-vous, le truc bizarre, c'est la fonction de répartition de celle qui est au-dessous, c'est celle qui domine. En fait, c'est pas bizarre, c'est que ça préserve donc une espérance conditionnelle des valeurs supérieures. C'est pour ça que la fonction de répartition est en dessous. Et là, dans le cas de la dominance stochastique à l'ordre 2, c'est pas que la fonction de répartition est toujours en dessous, mais c'est que l'intégrale de la fonction de répartition depuis le début est toujours en dessous. Ce qui veut dire au passage, et c'est là que j'aurais dû le mettre, pardon, parce qu'en fait, c'est ça que ça signifie. Le corollaire, il est là, en fait. Voilà, pardon, c'était un peu laborieux, il faudra que je mette à jour les transparences sur le site. Bon, donc l'intuition qui est derrière la dominance stochastique à l'ordre 2, c'est qu'en fait, vous avez toujours, sur tout point de la distribution, la loterie qui est dominante, elle vous donne une probabilité supérieure d'avoir des résultats au-dessus de la loterie qui est dominée. Et la loterie qui est dominante, c'est celle qui a non pas la densité, la fonction de répartition qui est toujours au-dessous, mais la fonction de répartition qui donne une R toujours au-dessous depuis moins l'infini. Alors, une autre façon de caractériser les loteries dominantes, c'est qu'en fait, la différence entre une loterie dominante et une loterie dominée, c'est une mean preserving spread. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est mean preserving spread. Non. En fait, mean preserving spread, c'est assez utile pour comprendre ce que ça veut, pour comprendre visuellement ce que signifie le critère. L'idée de mean preserving spread, donc c'est on fait une transformation qui préserve la moyenne, mais qui en fait étale les probabilités. Donc concrètement, vous imaginez que vous avez une variable aléatoire dont la densité c'est une courbe en cloche ici, d'accord? Et ça c'est la variable aléatoire de départ, on va dire c'est x, c'est celle qui va être dominante. Et puis votre mean preserving spread, ça consiste à prendre des masses de probabilité sur votre densité et à les étaler autour de la moyenne, de sorte que la moyenne ne change pas, mais vous avez étalé vos probabilités. Et donc ce que vous voyez, c'est que si à la place de la variable de la densité qui était juste la courbe en cloche, vous considérez maintenant la densité transformée, c'est-à-dire la cloche avec un redent au début et puis un autre redent, un redent en dessous de la moyenne et puis un autre redent au-dessus de la moyenne,
En fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris des masses de proba près de la moyenne, vous les avez écartées de la moyenne, et donc en gros, vous avez accru la dispersion. Et comme vous avez accru la dispersion, ça ne plaît pas aux gens qui ont une aversion pour le risque. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il faut comprendre que le mean preserving spread, il implique une hausse de la variance, mais la hausse de la variance n'implique pas un mean preserving spread. C'est là qu'est la grosse astuce, en fait. Et en fait, donc, la variance ne permet pas de capturer toujours l'augmentation du risque. Bon, il y a des contre-exemples célèbres. Vous avez vu des contre-exemples à ça, des loteries pour lesquelles, en fait, bien qu'il y ait la même variance, il n'y a pas le même niveau de riskiness défini comme. Enfin, il n'y a pas le même niveau de risque défini comme étalement. Non. Un truc genre contre-exemple de Borch. Bon, ceci dit, c'est des maths. C'est des maths et ça n'a pas grand intérêt dans la vie réelle, parce que dans la vie réelle, il n'y a pas beaucoup de situations où vous avez un étalement de probabilité sans qu'il y ait augmentation de variance. Une autre manière de dire là, c'est vous démarrez avec une loterie qui est une variable uniforme, vous voyez, c'est celle qui est là. Vous considérez un mean preserving spread, c'est donc vous piquez de la probabilité proche de l'espérance et vous la remettez sur les bords. Et donc quand vous ajoutez cette variable qui est le mean preserving spread, donc on va appeler en français un étalement à moyenne constante, d'accord? Vous ajoutez votre étalement qui ne change pas la moyenne à votre variable uniforme et vous vous retrouvez avec une variable bimodale, d'accord, où en fait, soit vous avez des valeurs proches de 0, soit vous avez en gros, vous avez des valeurs proches des deux bornes de votre distribution uniforme et vous n'avez plus rien autour de la moyenne. Et donc, il est évident que cette distribution-là, elle est plus risquée que la distribution de départ, puisque vous avez plus de probabilité d'être plus loin de la moyenne. Alors, le truc qui est marrant, c'est qu'en fait, je vous ai dit, c'est Bernoulli qui a pigé en 1760 que n'importe qui devait préférer des loteries qui dominaient stochastiquement, et en donnant comme caractérisation la caractérisation sur les espérances conditionnelles, quel que soit le point de la distribution. En fait, ce dont il parlait, c'était en termes d'espérance de vie. Il montrait deux courbes de survie, et il disait, il y en a une qui, à n'importe quel âge, donne une espérance conditionnelle, une espérance de vie résiduelle supérieure à l'autre, donc c'est celle-là qu'il faut choisir. Et en fait, ce dont parlait Bernoulli, c'était l'espérance de vie résiduelle selon qu'on se soit fait inoculer la variance. Je me suis fait inoculer la variance. Selon qu'on se soit fait inoculer la variole, ou selon qu'on ne se soit pas fait inoculer la variole. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vaccin, mais son sujet, c'était est-ce qu'on peut faire quand même quelque chose, bien qu'il n'y ait pas de vaccin? Oui, on peut donner la variole aux petits-enfants, ce qui fait mourir les faibles et rend les survivants, en fait, plus aptes. En gros, évidemment, offre aux survivants le fait qu'ils ne risquent pas de mourir de la variole à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 50 ans, 60 ans. Bon, et Bernoulli disait, si la probabilité de décéder de la variole est faible, ça domine stochastiquement au premier ordre. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on laisse tomber. Et d'Alembert lui répondait, bah oui, mais en fait, et d'Alembert donne un schéma qui est ça. Alors là, c'est moi qui l'ai refait, mais si vous voulez, je peux vous montrer le vrai schéma d'Alembert qui est exactement ça. Là, il s'agit des fonctions de répartition. Et typiquement, d'Alembert dit, on voit bien que les deux fonctions de répartition, elles donnent la même R, mais non pas la même R, mais la même R, d'accord? Et donc, elles donnent la même R, certes, mais l'idée, c'est qu'il y a une fonction de répartition, celle qui démarre plus bas, bien qu'au total, l'espérance de vie soit la même, donc il y a la même R sous les deux fonctions de répartition, celle-ci, elle donne en fait une probabilité plus faible d'avoir une vie plus courte et une probabilité plus élevée d'avoir une vie plus longue. Si bien que, pour n'importe quel point de la distribution, point du support, la probabilité de vivre au-dessus, de vivre plus longtemps que ce qui est donné par ce point, elle est plus grande avec la fonction de répartition qui est foncée. Voilà, évidemment, il ne dit pas dominance stochastique à l'ordre 2. Et surtout, il ne montre pas que n'importe quel agent qui a des préférences concaves va choisir la fonction, la stratégie qui domine stochastiquement à l'ordre 2.
mais il en a déjà l'intuition et il fait déjà le dessin. Voilà, donc le truc rigolo, c'est que dès les années 1760, les mecs raisonnent sur ce qu'on va appeler la dominance stochastique et la dominance stochastique au deuxième ordre, sauf que en fait, le raisonnement de Daniel Bernoulli est partiellement faux parce qu'il ne tient pas compte du fait que il dit à n'importe quel âge, l'espérance conditionnelle de ceux qui ont choisi de ceux dont les parents ont choisi de leur filer la variole, leur espérance de vie résiduelle va être plus élevée, sauf qu'ils négligent en fait qu'au début, il y a un moment où quand même il y a des gens qui meurent si on leur inocule la variole. Or, pour qu'il y ait une dominance stochastique, il faut que ce soit vrai à tous les âges, y compris à l'âge zéro. Alors, si on vous met la variole tout de suite et que vous en mourrez, ça vous fait diminuer votre espérance de vie. Bon, donc ça, il néglige. Mais à part ça, le raisonnement qui consiste à dire si, quel que soit x, l'espérance de x pour x supérieur à petit x est plus grande que l'espérance de y pour y supérieur à petit x, alors je dois choisir x par rapport à y. Ça, c'est ce qui donnera la dominance stochastique. Et donc, il a l'intuition du critère, même s'il ne fait pas la démonstration formelle que n'importe quel agent qui a une fonction d'utilité croissante doit choisir comme ça. Et d'Alembert, lui, a une intuition du critère de dominance stochastique seconde, même si aussi, pareil, il ne montre pas que n'importe quel agent qui a une fonction d'utilité concave doit choisir la loterie qui domine stochastiquement à l'ordre 2, c'est-à-dire celle qui donne une probabilité plus grande, quelle que soit la valeur du support, d'obtenir une valeur supérieure. D'accord ? Voilà. Mais donc, en fait, les démonstrations, donc l'idée qu'il y a des critères qui s'appliquent au choix, qui déterminent le choix de loterie à partir du moment où on a spécifié la fonction d'utilité, ça c'est une démonstration ces démonstrations qui seront faites 200 ans après. En revanche, les critères de dominance en eux-mêmes, donc pas la correspondance avec les fonctions d'utilité, mais les critères de dominance en eux-mêmes, ils sont conçus dès le milieu du 18e. C'est ça qui est fun. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai mis super longtemps à comprendre pourquoi les mecs du 18e n'étaient pas des héros, parce que j'ai mis super longtemps à comprendre à quoi ça servait de formaliser le truc de l'utilité. Bon, mais finalement, je me soigne, et donc on est bien aussi au XXe siècle, et même au XXIe, donc je vais arrêter de vous parler du XVIIIe. Évidemment, de la même façon que si vous avez une fonction d'utilité concave, vous préférez l'utilité de l'espérance plutôt que l'espérance d'utilité, et donc vous ne choisissez pas d'ajouter du risque, et donc vous ne choisissez pas une variable aléatoire qui vous donne une espérance nulle et de la dispersion. Si vous avez du goût du risque, donc si vous êtes risicophile, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préférer l'espérance d'utilité à l'utilité de l'espérance, et donc vous allez préférer à espérance égale, vous allez préférer une loterie où il y a de la dispersion. Et donc vous allez acheter les mean preserving spread. Bon, donc ça, vous le savez déjà. Et puis enfin, si vous êtes neutre au risque, peu importe qu'il y ait de la dispersion ou pas, ce que vous regardez, c'est vous regardez juste l'espérance mathématique. Au passage, la seule manière où ça a du sens d'être neutre au risque, c'est quand vous pouvez jouer suffisamment de fois pour avoir un machin qui ressemble plus ou moins à la loi des grands nombres. Parce que la neutralité au risque à distance finie, ou la neutralité au risque quand vous jouez un coup unique, ce que montre le paradoxe de Saint-Pétersbourg, c'est que c'est quand même manifestement pas dans les esprits. Bon, alors, ensuite, une fois qu'on a compris l'idée générale de l'espérance d'utilité, on va se dire que les agents risicophobes ne vont accepter les perspectives risquées que si elles ont un rendement élevé, ou bien alors si on les défraie, si on leur offre une prime de risque. Enfin, la prime de risque, justement, ça peut être par exemple le fait qu'il y a un rendement. Ça peut être conçu soit comme une prime de risque certaine, soit comme une prime de risque qui s'ajoute au rendement possible. D'accord. Donc l'idée, c'est que si vous avez un niveau de richesse initial R, si on vous offre une variable aléatoire Z tilde, le tilde servant à montrer qu'elle est aléatoire, et que cette variable aléatoire Z tilde, elle est centrée, donc on va dire d'espérance nulle, alors évidemment, l'espérance d'utilité de votre richesse plus une variable aléatoire d'espérance nulle, elle va être inférieure
à la valeur de votre richesse certaine, si bien que pour compenser cette variable aléatoire Z tilde, il faudrait vous donner en plus une prime pi, d'accord, qui serait positive et qui serait telle que l'espérance d'utilité de votre richesse plus la variable aléatoire Z tilde plus pi de la prime de risque, tout ça, ça vous ferait, ça aurait la même valeur que votre richesse certaine. Bon, et pourquoi est-ce que ça nous intéresse, cette histoire de prime pi? Parce que ça tombe bien, on fait de l'assurance. Et donc l'idée de cette prime de risque, c'est que c'est ce que vous êtes prêt à payer, je crois que j'y arrive, pour vous débarrasser du risque Z tilde. Et alors pourquoi est-ce qu'on considère un risque d'espérance nulle? Parce que c'est dire que même s'il n'y a pas de sinistre objectif, même si le sinistre n'est pas certain, même s'il n'y a pas d'espérance négative, vous êtes quand même prêt à payer pour vous débarrasser du risque quand vous avez de l'aversion pour le risque, comme on l'a vu. Bien, alors la question de l'économie de l'assurance, ça va être comment est-ce qu'on détermine cette prime et à quoi ça sert. Bon, alors le premier, alors, en fait, la première manière de faire, ça va être la manière d'Arrow-Pratt. Alors, en fait, Arrow-Pratt, il faut le mentionner simplement pour comprendre. Ça vous dit quelque chose, aversion absolue et aversion relative pour le risque? Oui. Ah oui, bon, ben, vous savez tout ça, en fait. Donc, je répète bêtement ce que vous savez déjà. Alors, en fait, j'aurais plutôt dû poser la question à l'envers. C'est qui n'en a jamais entendu parler? Mais j'imagine que si Anna en a entendu parler, c'est que tout le monde en a entendu parler. Bon, alors, je vais faire ça rapidement, mais en fait, dans l'article d'Arrow et Pratt de 60, il y a deux formes de primes, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a deux formes de risque. Il y a le risque additif et puis il y a le risque multiplicatif. Le risque additif, c'est ce qui permet de justifier la version absolue pour le risque. Et le risque multiplicatif, c'est ce qui permet de justifier la version relative pour le risque. Donc, on considère d'abord un risque additif, d'accord? Le risque additif, c'est donc le risque qui s'ajoute à votre niveau de richesse. Il est d'espérance nulle. Et alors quoi? Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que voilà, on considère qu'on ajoute à votre richesse R un risque Z tilde, et pour évaluer la prime de risque ρ, qu'il faut soustraire de votre richesse certaine pour comprendre ce que le risque vous enlève, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un développement limité à l'ordre 1 de votre richesse certaine, et puis on fait un développement limité à l'ordre 2 de votre... pardon, et on fait un développement limité à l'ordre... à l'ordre 2 aussi de votre richesse incertaine, c'est-à-dire de votre richesse quand on vous ajoute la variable aléatoire. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que si vous égalez votre richesse, les deux développements limités, vous vous retrouvez avec quoi? Vous vous retrouvez avec en fait une expression de la prime de risque qui est que c'est 1 demi sigma 2 fois un coefficient qu'on va appeler l'aversion pour le risque et qui est moins la dérivée seconde de votre fonction d'utilité divisée par la dérivée première. Ça, on va appeler ça le coefficient d'aversion absolue pour le risque. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ce coefficient d'aversion absolue pour le risque? Parce qu'on voit donc que selon la forme de votre fonction d'utilité, ou plus exactement selon la concavité de votre fonction d'utilité, vous allez exiger une fonction d'utilité plus ou moins grande, une prime de risque plus ou moins grande. D'accord? Donc votre aversion pour le risque, pourquoi est-ce qu'on mesure comme ça votre aversion pour le risque? Parce que donc, plus coefficient est grand, donc en gros plus U seconde est grand par rapport à U', donc en gros plus votre fonction d'utilité est concave, plus vous allez exprimer une prime de risque élevée. Donc il y a bien que cette quantité capture ce que vous êtes prêt à payer pour vous débarrasser du risque, ou plutôt ce qu'il faudrait vous payer pour vous donner le risque. Et donc c'est bien ce que ça vous coûte, ce que le risque vous coûte psychologiquement. Alors, la raison pour laquelle cette histoire d'aversion absolue pour le risque, ça intéresse, c'est une grandeur intéressante, c'est pas seulement parce qu'elle est descriptive, mais c'est aussi parce qu'elle décrit un truc particulier dont Bernoulli lui-même a parlé,
C'est-à-dire que l'idée de Bernoulli, c'était que l'aversion absolue pour le risque était décroissante avec le niveau de richesse, comme vous le savez. L'aversion absolue pour le risque est décroissante avec le niveau de richesse. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée que, concrètement, alors, Bernoulli la manière dont on va le traduire, c'est en fait, face à un même risque, il y a un niveau de richesse qui est tel que, en dessous de ce niveau de richesse, vous allez vouloir vous assurer. Au-dessus de ce niveau de richesse, ça ne va pas vous intéresser. Voilà, c'est ça l'idée de l'aversion absolue pour le risque. Et là, on parle d'un risque qui est un risque additif, d'accord? Pas un risque multiplicatif. Parce que si on considère un risque multiplicatif, qui est donc je ne sais plus où j'en suis, dans mes transparents, voilà. Si on considère maintenant un risque multiplicatif, le risque multiplicatif étant quoi? Étant que cette fois-ci, on considère la possibilité non pas d'un ajout d'une somme fixe à votre richesse, ou d'un ajout ou d'une soustraction d'une somme fixe à votre richesse, mais d'ajout ou de soustraction d'une proportion de votre richesse. Donc c'est en ça que c'est multiplicatif. On imagine maintenant un risque qui pourrait vous transformer votre richesse en... il y a deux états du monde, c'est soit 90%, soit 110% de votre richesse. Donc en moyenne, vous avez 100% de votre richesse, mais soit c'est 0,9, soit c'est 1,1 fois votre richesse. Et là, en fait, ce que montre Arro et Pratt, c'est que ce qui va décider du niveau de votre prime de risque, c'est plus la version absolue, c'est-à-dire c'est plus juste le ratio utilité dérivée seconde de la fonction d'utilité divisé par dérivé de la fonction d'utilité avec un signe moins devant, mais c'est ça multiplié par votre niveau de richesse. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que autant la version absolue, le raisonnement de Bernoulli est relativement convaincant, autant la version relative, on ne sait pas quoi en penser. Et donc, du point de vue de qu'est-ce qu'on définit, il faudrait quand même peut-être que je regarde ça. Peut-être que je regarde ça. Alors, pourquoi? Parce que, par exemple, si on considère des fonctions d'utilité classiques, d'accord, par exemple, Bernoulli lui-même, il a pris une fonction log. Dans une fonction log, si vous calculez la version absolue pour le risque, elle est décroissante. Donc, en gros, on est d'autant moins prêt à s'assurer qu'on est plus riche, alors que la version relative, elle est constante avec la richesse. Donc, les riches et les pauvres auront le même désir de s'assurer contre une perte de 10% de leurs revenus. Si vous regardez une fonction d'utilité quadratique, maintenant, la version absolue, la version relative, pardon, c'est plus compliqué parce que le dénominateur décroît avec W. Non, pardon, la version relative, elle décroît, ce qui n'est pas tellement probant. Et la version relative, elle est croissante avec la richesse. Ouais. Donc, en fait, les fonctions d'utilité quadratique, ça a des propriétés d'aversion absolues qui ne sont pas agréables, pas très satisfaisantes. Pourtant, c'est relativement utilisé pour deux raisons. D'abord parce que c'est en gros le développement limité à l'ordre 2 d'une fonction d'utilité quelconque. Et puis parce que, comme vous le savez, quand vous faites du Markowitz, vous avez tendance à considérer que vous avez une utilité quadratique. Donc c'est quand même important de comprendre que dès lors que vous travaillez avec une utilité quadratique, comme vous avez une aversion pour le risque qui est décroissante, enfin une aversion absolue qui est décroissante, pardon, qui est une aversion absolue qui est croissante, au contraire, en fait, le truc aberrant dans les fonctions d'utilité quadratique, sorti du fait qu'elles ont un max et donc qu'elles sont décroissantes après certains niveaux, ça on s'en fout, si on se met en dessous de ce niveau-là, donc c'est qu'elles ont tendance à vous mettre dans la situation où vous allez chercher à acheter d'autant plus d'assurance contre un risque de taille qui ne varie pas, que vous allez être plus riche. Or ça ne correspond pas du tout à l'observation. Et ça correspond d'autant moins à l'observation que Bernoulli, qui avait quand même beaucoup de bon sens, c'était ça qu'il avait fait. C'est le fait que les gens veuillent moins s'assurer quand ils s'enrichissent, qu'il avait pris comme confirmation du fait qu'il devait y avoir une fonction d'utilité concave du genre log. Bon, si on prend un dernier exemple de fonction d'utilité qui est la fonction inverse, c'est-à-dire vous avez un niveau d'utilité moins 1 sur la richesse, ça vous donne une aversion au risque décroissante et une aversion relative constante
Donc, en fait, ça dans le même genre de truc que la fonction log. Euh, voilà, bon, alors après, ça c'est nul parce que c'est des exemples à la con. Mais ce que je voulais dire simplement, c'était que c'est bizarre, j'ai pas de transparent là-dessus. Je pensais avoir un transparent sur. Ça doit être après. Ça doit être après parce que ça. Ouais, non, je pense que j'en parlerai à un autre moment. Bon, bref. Mais l'idée que. Ah oui, je vois où je vais en parler. Je vais en parler quand on va parler de demande d'assurance. Mais il y a un truc qui est bizarre, en fait, quand on y pense dès maintenant. Et j'y reviendrai, parce qu'après, l'essence de la pédagogie étant dans la répétition, c'est bien de le dire deux fois, en fait. En fait, quand vous pensez à l'histoire de la version absolue pour le risque décroissante, vous dites, plus on s'enrichit, moins on a tendance à demander de l'assurance pour un risque donné. J'entends, hein, pour un risque donné qui est un risque qui ne croît pas avec la richesse, mais qui reste le même, quelle que soit la richesse. Exemple type, bah, l'une des rationalisations psychologiques qu'on pourrait faire, c'est la suivante, c'est quand vous n'avez pas de thunes, vous ne pouvez pas vous permettre de vous priver de quelque chose, parce que vous ne pouvez pas le racheter. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous allez vous assurer, c'est parce que vous n'avez pas les moyens de racheter les biens qui disparaissent. Donc, du coup, vous allez prendre des assurances de dommages. Donc, typiquement, vous allez assurer votre voiture en tout risque, parce que si on rentre dedans et qu'on vous la casse, vous ne pouvez pas la faire réparer. Alors que si vous êtes plus riche, bah, vous connaissez la probabilité qu'on rentre dans votre voiture, enfin qu'on vous casse votre voiture, vous savez que l'assureur doit l'anticiper correctement, et donc, à moins que l'assureur se trompe sur la prime qu'il vous fait payer, si vous payez une prime qui est correctement tarifée, en plus de la prime, ce que vous allez payer, c'est tout un tas de trucs. Tout un tas de trucs, c'est-à-dire les frais d'administration, les provisions prudentielles de la compagnie d'assurance, le bénéfice des actionnaires, etc. Et ça, vous n'avez pas forcément envie de le payer. Si vous avez les moyens de remplacer le bien qui pourrait être brisé par le sinistre, et que vous avez de la trésorerie, vous allez probablement préférer assumer le risque plutôt que de le faire supporter par un tiers qui vous prendra des frais. Ce qui est bien la preuve que quand vous êtes suffisamment riche pour pouvoir vous racheter les biens qui peuvent être détruits par les sinistres, vous avez moins d'aversion pour le risque que quand vous êtes plus pauvre, où vous ne pouvez pas vous racheter les biens et donc vous devez payer l'assurance. Donc c'est une manière de dire que la version absolue décroît avec la richesse. Donc ça, on voit très bien la logique individuelle. Mais en même temps, ce qu'on voit de manière évidente, ça, il n'y a pas besoin de faire des grandes statistiques, c'est que la demande d'assurance, elle est plus forte dans les pays riches que dans les pays pauvres. Donc on pourrait avoir l'impression qu'il y a une contradiction ici. Cette contradiction, on verra plus tard comment on la rationalise. Mais avant de rationaliser enfin pardon, là c'est pas une contradiction, c'est un nouveau paradoxe. Avant de rationaliser ce paradoxe, on va voir un autre paradoxe qui est en fait que bon, quoi, la théorie de l'espérance d'utilité que je vous ai exposée, c'est-à-dire l'idée selon laquelle vous pouvez représenter les préférences dans le risque des individus par des fonctions d'utilité qui sont telles que les décisions des individus, enfin des personnes dans des situations risquées, c'est la maximisation de l'espérance d'utilité. En fait, on peut considérer que cette représentation donc des choix par des fonctions d'utilité ou par l'espérance d'utilité, cette représentation des choix n'est pas satisfaisante parce qu'il y a des paradoxes de l'expérience qui montrent qu'il y a des situations où les personnes ne décident pas comme le prédit la théorie. Et la première situation qui a été mise en lumière, c'était la situation en gros, c'est Halley qui a eu l'idée de montrer qu'il y avait des paires de choix qui mettaient en défaut, enfin qui faisaient que, en gros, elles ne pouvaient pas être le résultat de la maximisation de la même fonction d'utilité. Et donc ça se fait avec quoi? Vous proposez un premier choix à des sujets expérimentaux. Et donc ce premier choix, c'est quoi? C'est la certitude de recevoir une somme considérable. J'entends par somme considérable un truc qui est tel que si vous la gagnez, vous n'aurez plus besoin de travailler. Enfin, vous n'auriez même plus le désir psychologique de travailler, vous n'auriez plus envie que de vivre tranquillement avec votre fortune. Donc peut-être que 100 millions, ce n'est pas suffisant.
peut-être qu'il faut vous donner plus que ça pour acheter votre tranquillité. Enfin, c'était ça l'idéal, d'accord? C'était de donner une somme considérable qui était telle que ça satisfaisait non pas les besoins, mais le désir de se dépasser des sujets. Bon, donc, vous avez le choix entre cette somme considérable qui est telle que vous ne voyez pas l'intérêt de continuer à travailler, et puis, ça de manière certaine, et puis une deuxième stratégie qui consiste à recevoir beaucoup plus avec une probabilité de 10%, cette somme-là avec une probabilité de 89%, et puis vous avez 1% de chance de tout perdre, enfin plutôt de ne rien gagner. D'accord? Donc vous avez 1% de chance, vous avez 89% de chance de gagner la somme qui était certaine dans la première stratégie, et qui est donc cette somme qui est telle que vous n'avez besoin de rien d'autre, ou du moins tout ce dont vous avez besoin en plus, vous pouvez vous l'acheter. 10% de chance d'avoir une somme encore plus grande, et 1% de chance de n'avoir rien du tout. Bon, alors là, je n'ai pas de procédure. Si vous connaissez le paradoxe d'Allais, de toute façon, ce n'est pas légitime de vous le refaire. C'est plus un choix, vous n'êtes plus devant un choix pour lequel vous seriez à neuf. Donc, vous connaissez en fait le problème. Le problème, c'est que après ça, Allais propose un deuxième choix entre deux autres stratégies. Et en général, quand il posait la question, Allais ne posait pas les questions de manière séquentielle, parce que sinon, les gens à qui il allait la poser auraient pu se rendre compte de la ressemblance entre les deux, enfin, du fait que le deuxième choix est... enfin, en gros, il y a une relation entre les deux choix, d'accord? Donc, il posait la question à plusieurs questions d'intervalle. Quand il a posé la question pour la première fois à Savage en 1952 au colloque de Paris, je crois qu'il a posé 10 questions à Savage, et ça, c'était la première, et puis celle-là, c'était la dernière. Puis quand ensuite il a envoyé son questionnaire à plein de monde, où il y avait une centaine de questions, les deux questions étaient bien séparées. Bon, alors, donc le deuxième choix, c'est est-ce que vous préférez une stratégie où vous avez 11% de chance de gagner cette somme qui est telle que vous avez besoin de rien de plus, et 89% de chance de rien gagner, ou est-ce que vous préférez 10% de chance de gagner 5 fois plus, et 90% de chance de ne rien gagner? Et comme vous le savez, le truc, c'est que la plupart des sujets d'expérience choisissent la situation A, c'est-à-dire cette somme qui est suffisante, et donc quand on leur demande de choisir entre A et B, ils choisissent A, et quand on leur demande de choisir entre C et D, ils choisissent D. Alors en soi, ce n'est pas problématique, sauf que, en fait, si vous choisissez A, c'est quoi? C'est que, alors là, je vais parler en millions, d'accord? C'est que votre richesse exprimée en millions plus 100, elle est supérieure à 0,89 fois, enfin plutôt l'utilité de votre richesse plus 100, elle est supérieure à 0,89 fois l'utilité de votre richesse plus 100, plus 0,10 fois l'utilité de votre richesse plus 500, plus 0,01 fois l'utilité de votre richesse. Ça, c'est, puisque vous choisissez la stratégie A par rapport à la stratégie B, c'est que l'espérance d'utilité de la stratégie A, d'ailleurs, en fait, l'utilité de la stratégie A est supérieure à l'espérance d'utilité de la stratégie B. OK. Ça, si c'est votre choix, il est légitime, il n'y a pas de problème. Ensuite, si vous choisissez D plutôt que C, c'est que l'espérance d'utilité de C est inférieure à l'espérance d'utilité de D. Encore une fois, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est que si vous choisissez à la fois A et D, alors, comme les deux inégalités doivent être vraies en même temps, en fait, on se retrouve dans une situation paradoxale qui est que, normalement, si vous choisissez A, vous devez choisir C. Si vous choisissez D, vous devez choisir B, parce qu'une simple transformation de la première inégalité, ça vous donne en fait une inégalité qui est dans l'autre sens que la deuxième, et la simple transformation de la deuxième inégalité, ça vous donne une inégalité qui est dans l'autre sens que la première. Bref, il n'y a pas une fonction qui permet d'arriver aux deux inégalités telles qu'on les a écrites. Alors quoi? Donc, il n'est pas possible de rendre compte du choix des décideurs à l'aide d'une fonction d'utilité. Alors, évidemment, si vous changez de fonction d'utilité à chaque décision que vous prenez, la théorie de l'espérance d'utilité ne sert à rien. D'accord? Parce que si on dit, en fait, à chaque fois que vous prenez une décision, c'est une fonction d'utilité différente, ça consiste à dire que vous prenez vos décisions n'importe comment. Alors, en tout cas, qu'il n'y a pas de rationalisation de vos décisions qui est possible. Excusez-moi. Alors, ce truc a été en fait vachement... Enfin, je ne sais pas si vous voyez l'affaire, mais
concrètement, c'est ça qui a valu. Le paradoxe, c'est que c'est ça qui a valu Halley son prix Nobel. Pourquoi le paradoxe, c'est que c'est ça qui a valu Halley son prix Nobel? C'est parce que, en fait, Halley a quand même fait vachement autre chose que ça. Il a fait quand même une théorie de l'optimum, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, il a démontré les théorèmes de l'économie du bien-être. Et le truc amusant, c'est que c'est pas pour ça qu'il a eu son prix Nobel. C'est pour un machin qui est revenu à la mode à la fin des années 70, parce qu'il y a plein de psychologues qui se sont mis à faire des expériences et qui se sont mis à citer Halley. Et donc, du coup, on s'est remis à parler de lui alors qu'il était déjà un vieux bonhomme un peu has-been et qui n'intéressait plus grand monde, enfin en tout cas en France. Bon, ça c'était le premier paradoxe. Le deuxième truc étonnant, c'est mais comment est-ce que vous rationalisez le fait que la théorie de l'espérance d'utilité, ça a l'air de marcher mal, et alors, depuis le paradoxe d'Halley, enfin surtout depuis les années 70, les psychologues, en particulier Kahneman, et puis à l'origine il y avait Tversky, mais Tversky est mort avant Kahneman, et puis Slovic aussi, ont montré plein d'exemples de comment faire dysfonctionner à peu près systématiquement l'espérance d'utilité. En gros, il y a des types de questions où vous êtes sûr qu'il y a plein de sujets expérimentaux qui vont violer l'espérance d'utilité, c'est-à-dire que en gros, il y a plein de questions où ils vont répondre avec des fonctions d'utilité qui ont l'air de varier. Bon, donc, il y a beaucoup de gens qui ont considéré que c'était une réfutation expérimentale de l'espérance d'utilité, et Halley lui-même a utilisé son paradoxe comme une réfutation expérimentale de l'utilité. J'avais dû écrire un papier là-dessus quand j'étais petit, voilà. Mais le truc, en fait, c'est que on peut néanmoins rationaliser cette affaire en disant, c'est pas parce que dans des cas particuliers, la théorie n'a pas l'air de marcher qu'elle ne marche jamais. Bien au contraire, on peut le prendre un peu à la manière de Pareto, en disant concrètement, les décisions que vous prenez de manière pas répétitive, mais en gros les décisions qui correspondent à l'ensemble des décisions que vous avez à prendre, là vous allez décider, il semble que l'espérance d'utilité ce soit le critère. Alors que si on vous pose des questions complètement étranges, la question d'Halley qui est tu préfères 100 millions ou tu préfères 500 millions? Alors, ce n'est pas une question de la vie économique. Enfin, ce n'est pas une question de la vie, tout simplement. C'est-à-dire que si un monsieur, je m'adresse à chacune et chacun d'entre vous, si un monsieur vient vous voir dans la rue en vous disant tu préfères 100 millions ou 500 millions, il faut quand même faire attention. C'est toujours pareil. Hein. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, quand c'est 500 millions, c'est qu'on va vous demander quelque chose qui doit en coûter au moins autant. Non, mais blague à part, la défense contre les paradoxes, ça consiste à dire, oui, sur le paradoxe d'Halley, la théorie ne marche pas, mais ça tombe bien parce qu'en fait, ce n'est pas une question économique. Est-ce que tu préfères les licornes roses invisibles ou les licornes arc-en-ciel? Que la théorie de l'utilité n'ait pas de réponse, c'est peut-être pas un problème. Mais en revanche, il faut quand même que la théorie serve à quelque chose. Et la pétition de principe qu'on va faire dans la suite, même si ce n'est pas démontré, c'est que même si ça ne marche pas pour les licornes roses invisibles, ça marche quand même pour les questions de la vie courante, c'est-à-dire la disposition à payer des primes d'assurance pour se débarrasser des risques. Bon, alors, le vrai épistémologue va vous dire quand même que c'est une position un peu olé olé sur le dos de la licorne invisible, que celle de croire que... le truc qui consiste à dire, bon, j'ai identifié les cas où ça ne marchait pas, et je vais partir du principe que ça marche pour les autres. D'accord, mais nous, on va faire comme ça. On sait très bien que le paradoxe d'Halley existe. On sait très bien qu'il y a plein de violations expérimentales de la théorie de l'espérance d'utilité, mais on va quand même continuer à considérer que les gens s'assurent parce qu'il y a une utilité à s'assurer pour eux. Et donc, ils ont de l'aversion pour le risque. Voilà. Et ils ont une aversion pour le risque suffisante pour payer l'assurance, même si par ailleurs, on est conscient du fait que la raison pour laquelle il y a des obligations d'assurance, par exemple pour la RC auto ou pour la RC locative, c'est justement que les gens ne s'assurent pas. Ou plus exactement, qu'il faut rajouter une peine s'ils ne s'assurent pas pour qu'ils s'assurent. C'est donc qu'ils n'ont peut-être pas autant d'aversion pour le risque que ça. Mais ce n'est pas une parenthèse, hein, parce que c'est relativement important. Vous vous rendez compte quand même que les gens qui ne s'assurent pas, c'est les mêmes qui jouent au paris sportif. Alors, c'est soit des gens très jeunes qui s'illusionnent sur leur capacité à gagner, soit des gens qui resteront très jeunes toute leur vie
et qui penseront toute leur vie qu'ils sont plus malins que les autres. Donc, j'ai déjà dû vous raconter l'histoire quand je vous ai fait les cours de stats l'an dernier, mais en fait, j'ai fait un rapport pour la Commission européenne en 2016 sur les paris sportifs, enfin sur le trucage des paris sportifs. Et ce qui est très marrant, j'avais interviewé pas mal de joueurs à cette occasion parce que je voulais. En fait, le rapport, il reposait pas du tout sur les interviews des joueurs, il reposait sur les interviews des directeurs de la sécurité des opérateurs de paris. Ça, c'était la partie plus intéressante parce que, en gros, c'était comprendre comment les opérateurs de paris faisaient pour se prémunir contre les trucages de match. Mais fondamentalement, moi, je ne comprends pas les gens qui jouent. Pas les gens qui font des jeux vidéo, ça, j'ai aucun problème avec ça, mais les gens qui jouent de l'argent, j'arrive pas à comprendre. Et le truc que je trouve génial, c'est que tous les gens qui jouent pour le fric mentent. Et ils mentent de la manière suivante. Tous, mais tous. Alors, il y a quelques gars qui sont malins et qui gagnent. Il y en a très peu. Et les opérateurs de paris les détectent très vite et ils les excluent en les empêchant de miser suffisamment pour gagner de manière significative. Mais en revanche, tous les cons qui perdent, ils expliquent tous que ouais, d'accord, ils gagnent pas à tous les coups, mais en fait, en moyenne, ils gagnent à peu près autant qu'ils perdent. Et puis les bonnes années, ils gagnent plus. D'accord. Résultat des courses, il y a quand même un connard quelque part qui doit perdre 5 milliards d'euros par an, parce que c'est ce que gagnent les opérateurs de paris en France. Donc c'est génial quand même la situation où tout le monde dit qu'il gagne, et en fait, ou qu'il perd pas trop, et en fait, au bout du compte, collectivement, il perd 5 milliards. Donc le truc qui est évident, c'est que les gens qui jouent de manière régulière, c'est des gens qui perdent. Et donc, de fait, ils n'ont pas d'aversion pour le risque. Et donc, de fait, ils ne veulent pas s'assurer. Voilà. Alors, Kahneman et Tversky ont montré que l'aversion pour le risque dans le cas des pertes n'était pas tout à fait la même que dans le cas des gains. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont gagner et donc ils n'ont pas d'aversion pour le risque. Mais en revanche, ils ne veulent pas perdre leur boulot, ils ne veulent pas être malades, enfin bref, ils ne veulent pas le downside risk. Mais non, mais concrètement, la plupart du temps, les gens qui n'ont pas d'aversion pour le risque, c'est juste qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un risque. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont une représentation subjective où ils pensent qu'ils vont gagner. Ils pensent que le risque, c'est pour les autres, parce qu'ils pensent que les autres sont des abrutis, et donc et donc les autres n'ont pas compris. Mais de manière générale, quelqu'un qui pense qu'il est plus malin que les autres, c'est mauvais signe. Voilà. Et de fait, c'est l'explication du goût du risque chez la plupart des joueurs. Après, encore une fois, je connais des joueurs qui gagnent, mais il y en a vraiment très peu. Bon, alors, après cette longue introduction sur les histoires de l'espérance d'utilité, comment est-ce qu'on fait de l'assurance comment est-ce qu'on fait de la micro de l'assurance? En fait, on va considérer un modèle super simple dans lequel on a un individu qui est risicophobe, c'est-à-dire qu'il a une fonction. Alors, pourquoi on a un individu qui est risicophobe alors qu'il y a plein d'individus qui ne le sont pas? De toute façon, la manière dont on va régler le problème des individus qui ne sont pas risicophobes, c'est qu'on va leur mettre une pénalité s'ils ne s'assurent pas. Et bon, ce sont des exceptions, mais la plupart les gens raisonnables sont risicophobes jusqu'à un certain point. Excusez-moi, mais concrètement, autant je ne vais pas assurer mon téléphone portable contre le vol. D'accord, je vais plutôt m'assurer qu'on ne me le vole pas. Autant en RC Auto, j'ai pas besoin que ce soit obligatoire pour m'assurer parce que je veux pas être le mec qui va s'arrêter sur le passage à niveau, qui fera dérailler le train, qui rentrera dans le pont, qui tombera dans le canal. Parce que ça, je pourrais pas payer. Donc concrètement, même si j'ai une aversion absolue pour le risque décroissante, et même si je suis très riche, le truc de la RC, c'est que s'il y a un très gros sinistre, je peux pas payer. Donc même avec une aversion absolue pour le risque décroissante, il y a quand même des assurances que je vais prendre. Donc il y a quand même un moment où mon aversion pour le risque va l'emporter sur les primes d'assurance. Donc on peut considérer que cette représentation des agents économiques comme étant risicophobes, c'est pas complètement absurde, et c'est quand même la majorité, on va dire, c'est la majorité raisonnable des individus. Voilà. Donc, hop, on fait l'hypothèse qu'on est en face d'un représentant de la majorité raisonnable des individus, qui est doté d'une richesse initiale R, et qui est confronté, alors R pour richesse, d'accord, donc dans tous les trucs de micro en anglais, ça va être W pour wealth, ok, et qui est confronté à la probabilité P
évidemment compris entre 0 et 1, mais strictement, d'accord, de perdre un montant D, qui sera le sinistre, d'accord, les dommages dus au sinistre, d'où D. Bon, en fait, on a donc deux états de la nature. On a un état favorable Rn, qui est le risque de non-sinistre, enfin l'état de richesse en cas de non-sinistre, et un état de la nature avec sinistre, RS. La probabilité de RS, c'est P. D'accord. Donc, concrètement, le sinistre, c'est une variable de Bernoulli de probabilité P et d'importance D. Et puis, avec une probabilité R-P, on est dans l'état non sinistre, donc dans l'état favorable. Bon, l'individu a la possibilité de s'assurer, c'est-à-dire qu'en échange d'une prime d'assurance P, il a la possibilité d'obtenir une indemnité I en cas de sinistre. À ce stade, on ne met pas de restriction, c'est-à-dire qu'on peut même imaginer qu'il va se surassurer s'il le veut. Bon, concrètement, on a donc un modèle à deux états. Dans l'état favorable, qui arrive avec une probabilité R-P. Alors, l'état favorable, pourquoi il ne s'appelle pas RF? Parce qu'il s'appelle RN pour dire que c'est non sinistre. D'accord. Donc, vous pouvez acheter une prime d'assurance PI. Enfin, vous pouvez payer une prime d'assurance PI. Dans le cas, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, concrètement, si vous n'achetez pas de prime d'assurance, ben, vous avez un niveau de richesse dans l'état normal qui est R. Si vous prenez une prime d'assurance, vous avez un niveau de richesse R-pi. Et dans ce cas-là, l'assureur a une recette qui est pi. Voilà. Ensuite, dans l'état où il y a un sinistre, qui arrive donc avec une probabilité P, si vous n'aviez pas acheté d'assurance, ben, vous subissez le sinistre. Et si vous avez acheté l'assurance, vous subissez certes le sinistre, mais vous obtenez une indemnité. Et donc, dans ce cas-là, alors ça, c'est donc votre état de richesse, c'est votre richesse initiale moins la prime que vous avez payée, moins le montant des dommages, plus l'indemnité. Et le bilan de l'assureur, lui, enfin, le compte d'exploitation de l'assureur, c'est qu'il a certes touché une prime PI, mais en échange, il vous a payé une indemnité I. Bon, ça, c'est pour simplement les valeurs dans les différents états du monde en fonction des deux stratégies. La stratégie avec assurance, stratégie sans assurance, état du monde sans sinistre, état du monde avec sinistre. Maintenant, on va pouvoir écrire les espérances d'utilité et voir comment se fait la décision. Donc, en fait, le choix de l'individu, c'est quoi? Excusez, je vous prie de m'excuser encore. Alors, pour des raisons de commodité, on va pas dire que l'individu choisit sa dépense d'assurance, on va dire qu'il choisit son niveau de franchise. C'est-à-dire qu'il choisit le niveau d'assurance qu'il ne prend pas. Bon, et alors, donc la franchise, ici, on a une franchise qui n'est pas une franchise proportionnelle, mais qui est une franchise absolue. D'accord. On pourrait imaginer une franchise proportionnelle. Seulement, on a une franchise absolue parce que, de fait, quand vous achetez de l'assurance, c'est souvent comme ça que la question vous est posée. C'est-à-dire concrètement, bon alors je sais pas, enfin aussi bien pour le, parce que vous savez quand vous achetez de l'assurance habitation ou de l'assurance automobile, en RC, concrètement il n'y a pas de franchise, puisque vous êtes obligé d'assurer intégralement votre responsabilité civile. Et en revanche, dans la partie dommage du contrat, puisque vous pouvez très bien, en plus de la RC, souscrire au titre de clause additionnelle du contrat ou avec un contrat séparé, une assurance de dommages qui va protéger vos biens. Concrètement, dans le cas d'une assurance automobile, c'est une assurance du véhicule ou une assurance pour vous ou pour les passagers. D'accord. Et dans le cas de la multirisque habitation, c'est une assurance qui va vous protéger, par exemple, qui va protéger vos biens, votre appartement, contre un incendie ou contre un vol. Puisque la police d'assurance de base, celle qui est obligatoire, elle protège les autres contre vous. C'est le sens d'assurer votre responsabilité civile. Donc, de fait, typiquement, là où vous allez avoir une prise sur le coût de votre assurance, c'est avec le niveau de franchise que vous acceptez, le niveau de ce qui ne vous est pas indemnisé, ce qui ne vous est pas remboursé par l'assurance. C'est d'autant plus, enfin, ce qu'il faut comprendre pour l'assureur, c'est que c'est d'autant plus important, non pas seulement que vous excluez les petits risques, mais que ça lui exclut les coûts. Parce que concrètement, s'il y a 0 € de franchise, c'est-à-dire que vous allez ennuyer l'assureur si on vous vole un paquet de chewing-gum. Donc, envoyer l'expert pour constater le vol du paquet de chewing-gum, ça va coûter un peu cher. Bon, évidemment, les assureurs n'envoient pas les experts dans tous les cas. Mais il y a quand même des frais de traitement de sinistre. Si l'assureur a la certitude
que vous avez pris 1000 balles de franchise ou 2000 ou 3000 balles de franchise sur les dégâts à votre voiture, bon, les dégâts corporels, en principe, vous n'allez pas tellement faire semblant, d'accord, mais les dégâts au véhicule ou bien les cambriolages, dans les cas des cambriolages, c'est très important d'avoir des franchises parce que ça permet de faire comprendre à l'assureur que vous n'allez pas l'emmerder pour rien. Voilà. Et donc, il n'aura pas à payer les frais de gestion de sinistre. Et donc, du coup, ça abaisse nettement le coût du contrat. L'autre chose que vous pouvez faire, ça c'est la franchise, hein, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est limiter la couverture. Mais ça, ce n'est pas dans le modèle. Et typiquement, dans une assurance habitation, vous pouvez décider de limiter la couverture à, je ne sais pas quoi, 50 000, 100 000 euros pour votre logement. Ça aussi, ça va baisser le coût de l'assurance. Enfin, méfiez-vous quand même. Il faut que ça représente un peu quelque chose. Parce que si vous avez une baraque de 18 pièces et que vous l'assurez pour 50 000 euros, vous aurez peut-être un souci si la maison brûle. Bon, mais donc là, on est juste dans le cas où vous choisissez votre franchise, c'est-à-dire vous choisissez le montant qui ne vous sera pas remboursé par l'assureur en cas de sinistre. Donc, de fait, votre décision, c'est le choix de F. L'assureur, lui, on considère que, dans ce modèle, on considère qu'il est neutre au risque et en situation de certitude, c'est-à-dire loi des grands nombres. Autrement dit, pour sa tarification, même si on simplifie grandement les choses, il va simplement vous faire payer la prime pure, c'est-à-dire l'espérance mathématique du sinistre. Donc, comme concrètement, pour lui, le sinistre, c'est le montant de l'indemnité qu'il va devoir vous payer, et que cette indemnité, c'est en fait le montant total du sinistre moins la franchise que vous avez choisie, il va vous facturer la prime d'assurance, P, la probabilité d'occurrence du sinistre, multipliée par D-F, qui est l'indemnité que vous toucherez, que vous avez choisi de toucher en choisissant le montant de franchise à F, si le sinistre survient. Voilà, donc, bon, ça c'est pour la prime pure. Par souci de réalisme, on va imaginer qu'il y a un chargement, que ce chargement, il est pour motif d'administration, par exemple, et que le taux de chargement, c'est lambda, de sorte que, en fait, la prime chargée, c'est 1 plus lambda fois la prime pure, d'accord. Et donc, c'est 1 plus lambda fois la probabilité de sinistre multipliée par l'indemnité qui vous est payée, c'est-à-dire D-F. Bien. Donc, concrètement, le contrat d'assurance, c'est quoi? C'est une prime 1 plus lambda P fois D-F en échange d'une indemnité D-F si le sinistre survient. Et alors, je vous rappelle qu'au terme d'un contrat d'assurance en droit français, la prime elle est exigible avant le début de la période d'assurance et que si vous n'avez pas payé votre prime un mois dans le contrat, eh bien, votre prime est toujours due et le contrat est caduc. N'est-ce pas? Donc, il vaut mieux payer votre prime parce que sinon, l'assureur est en droit de vous dire vous êtes résilié, mais vous devez continuer à me payer la prime puisque je vous ai assuré pendant un mois. Remarque ici, en fait, 1 plus lambda fois la probabilité, on va appeler ça le prix de l'assurance. D'accord? On va appeler ça le prix de l'assurance. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le prix, c'est ce qu'on vous fait payer pour vous assurer, en fait, 1 euro de sinistre avec la probabilité P. D'accord? Donc, c'est le prix qu'on vous fait payer pour 1 euro d'indemnité. Et D-F, on va appeler ça la quantité d'assurance. D'accord? Et donc, sur le marché de l'assurance, on va dire que vous achetez une quantité d'assurance pour un prix. Bon, et ce qui nous intéresse, ça va être de fixer la quantité et le prix d'équilibre. C'est quand même très étonnant quand on fait de la micro, n'est-ce pas? Bon, alors, comment est-ce qu'on fixe ça? On va regarder comment l'assuré offre de l'assurance, demande de l'assurance. La manière dont l'assureur en offre, c'est un peu évident puisqu'on a dit qu'il était neutre au risque. Et de fait, c'est quand même très commode qu'il soit neutre au risque parce que ça va grandement simplifier la recherche de la solution optimale. Bon, en revanche, dans le cas de l'assuré, ce qui est quand même compliqué, c'est comme il y a une fonction d'utilité concave. Enfin bon, en micro, c'est classique. Son espérance d'utilité, c'est quoi? C'est en fait l'espérance de l'utilité des deux états de la nature. Donc, une probabilité 1 - P de se retrouver dans l'état sans sinistre, une probabilité P de se retrouver dans l'état avec sinistre. Dans l'état sans sinistre, il paye la prime, et dans l'état avec sinistre, il paye la prime, et le sinistre survient, mais il est indemnisé. Bon, alors quand on remplace le montant de la prime par sa valeur, qui est donc 1 plus lambda
donc 1 plus le taux de chargement, fois la probabilité de survenue du sinistre, fois l'indemnité. On a une écriture qui est un peu plus compliquée, mais qu'on peut, je ne sais pas ce que je bricole là. Attendez, pourquoi est-ce que j'ai éliminé des lambdas? Bon. En fait, ça c'est l'énonciation du problème de l'assuré. Maintenant, donc, ce qu'on doit faire, alors j'appelle petit pi la quantité 1 plus lambda, 1 plus lambda p. D'accord? Donc petit pi, c'est le prix de l'assurance. Bon, et concrètement, si je veux maximiser l'espérance d'utilité de l'assuré en choisissant le F, qui justement maximise cette espérance d'utilité. Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une condition de premier ordre qui est que, en fait, la dérivée de l'espérance d'utilité par rapport au montant de la franchise, ça doit être nul. Cette dérivée de l'espérance d'utilité par rapport au montant de la franchise, c'est quoi? On dérive, d'accord? Donc on trouve pi 1 moins p u prime de Rn, enfin donc la dérivée de l'utilité pour le niveau de richesse qui correspond à l'état où il n'y a pas de sinistre, et puis pi moins 1 p U' de l'état où il y a un sinistre. Et ça doit être égal à 0 pour qu'on soit à un optimum. Et puis, si on veut être non pas à un optimum quelconque, mais à un max de l'utilité, il faut s'assurer que de la condition de second ordre, c'est-à-dire du fait que la dérivée seconde de cette espérance d'utilité est négative. Alors, la dérivée seconde de cette espérance d'utilité, c'est ce qu'on obtient en dérivant une deuxième fois. Et donc, comme on a un terme pi devant le f dans la fonction d'utilité, on a pi 2, 1 moins p u seconde, plus 1 moins pi 2, p u prime, u seconde du deuxième état. Donc on veut avoir ça qui est négatif. Avant de résoudre, on va interpréter la condition de premier ordre. Donc notre condition de premier ordre, on l'avait écrite comme étant pi 1 moins p u prime de l'état sans sinistre est égal à plus pi moins 1, la probabilité de l'état avec sinistre. On peut réécrire ça comment? On peut réécrire ça en fait de cette manière-là. Et quel est l'intérêt de réécrire ça de cette manière-là? C'est que, en fait, vous voyez à gauche de l'inégalité, c'est quoi? C'est le coût marginal d'unité d'assurance supplémentaire que vous payez dans les deux états de la nature. Alors qu'à droite, vous avez le bénéfice supplémentaire, le bénéfice marginal, qui de fait n'existe pour vous que dans le cas où il y a un sinistre. Donc concrètement, votre condition de premier ordre, c'est l'égalité du coût marginal d'unité d'assurance supplémentaire que vous payez dans les deux états de la nature, avec le bénéfice marginal de cette unité d'assurance supplémentaire que vous payez et dont vous ne bénéficiez que dans le cas où il y a le sinistre. Donc, ça, c'est l'interprétation de la condition. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve l'optimum? En fait, on va distinguer deux cas. Pardon. Si lambda est égal à 0, s'il n'y a pas de chargement, en fait, comme vous avez de l'aversion pour le risque, vous allez vous assurer complètement. Vous allez vous assurer complètement, c'est-à-dire que le niveau d'assurance qui va garantir qui va permettre d'atteindre cette égalité, si lambda est égal à 0, en fait, ce qui se passe, c'est que pi, qui vaut donc 1 plus lambda p, pi, ça vaut petit p. Et donc, en fait, si vous remplacez pi par petit p ici, si vous remplacez pi par petit p ici, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez que u'Rs est égal à 1 moins p u'Rn plus p u'Rs. Et donc, concrètement, ça vous donne que u'Rn est égal à u'Rs. Et donc, Rn est égal à Rs. Donc, s'il n'y a pas de chargement, vous voulez le même niveau d'utilité dans les deux états. Et le seul moyen d'avoir le même niveau d'utilité dans les deux états, c'est d'avoir le même niveau de richesse dans les deux états.
et avoir le même niveau de richesse dans les deux États, ça veut dire que vous assurez complètement. Et s'assurer complètement, ça veut dire franchise est égale à 0. Autrement dit, quand le taux de chargement est nul, alors le contrat d'assurance optimal, c'est celui qui offre une couverture complète. Bon. En revanche, quand le taux de chargement est strictement positif, ben, dans ce cas-là, on en revient à notre condition de premier ordre qui est écrite sous cette forme-là. Et ce qu'on voit, c'est que le ratio des utilités marginales, il n'est pas égal à 1. Bon, la bonne nouvelle quand même, c'est que ce ratio, il est inférieur à 1. Et donc concrètement, ce que vous voulez, c'est avoir une utilité marginale dans l'état sans risque inférieure à l'utilité marginale que vous avez dans l'état risqué. Autrement dit, vous acceptez d'avoir une richesse inférieure dans l'état où le sinistre arrive, pardon, ce n'est pas l'état sans risque, vous acceptez d'avoir une utilité marginale supérieure dans l'état où le sinistre arrive, et donc, puisque votre utilité marginale est supérieure et que votre fonction d'utilité est concave, ça signifie que vous avez un niveau de richesse plus faible. Donc en gros, dès lors qu'il y a un chargement, vous n'allez pas vous assurer entièrement et vous allez quand même prendre une franchise non nulle. D'accord ? Bon, donc dans ce cas-là, puisque vous prenez une franchise non nulle, eh ben, on peut dire que quand le taux de chargement est strictement positif, l'assuré opte pour une couverture d'assurance partielle, et dans ce cas, le contrat d'assurance complète est sous-optimal. C'est d'ailleurs ce qui fait que, en bonne logique, en bonne logique, il faudrait concevoir tous les contrats d'assurance de telle sorte qu'il n'y a pas d'assurance complète. Mais évidemment, les gens, si vous voulez, la raison pour laquelle les gens veulent s'assurer complètement, c'est soit qu'ils n'ont pas compris qu'ils n'allaient pas payer, soit qu'ils pensent que ce n'est pas eux qui vont payer. Mais concrètement, quelqu'un qui cherche un contrat d'assurance complète, c'est qu'il ne veut pas payer. D'accord ? Puisque un assuré qui est conscient de ce qu'il doit payer, dès lors qu'il y a un chargement, et il y a toujours un chargement, puisqu'il y a toujours au moins des frais d'administration, donc un assuré qui, même qui a de l'aversion pour le risque, normalement, il ne doit pas vouloir s'assurer complètement. Et donc, souvenez-vous toujours que quand quelqu'un veut s'assurer complètement, c'est qu'il pense que c'est vous qui allez payer. Ou Dieu le Père, ou Papa, ou Macron, ou je ne sais pas qui. Bon, donc, alors, en fait, la réunion de ces deux propositions, d'accord, c'est assurance complète en cas de taux de chargement nul et assurance incomplète en cas de taux de chargement strictement positif. En fait, ça, c'est quoi? C'est les conclusions de l'article de Mossine de 68. Ce qui est amusant, c'est que Mossine, c'est si vous avez fait du CAPM, c'est Mossine qui donne une forme d'équilibre au CAPM. C'est-à-dire qu'il transforme la théorie de Markowitz, qui est à l'origine une théorie, la théorie du choix de portefeuille de Markowitz, c'est une théorie où on ne s'intéresse pas à l'équilibre de marché. Or, Mossine montre qu'il y a un équilibre de marché et il construit le truc en équilibre général. Fin de la parenthèse. Lui, c'était un vrai économiste, d'accord ? Il cherchait des équilibres partout. Bon, remarque complémentaire, si vous prenez un taux de chargement négatif, donc en gros, si vous subventionnez l'assurance, évidemment, en reprenant la condition de premier ordre, vous trouvez que l'individu veut avoir une utilité marginale. Comme l'individu veut avoir une utilité marginale supérieure dans l'état où il n'a pas de problème à l'utilité marginale qu'il a dans l'état où le sinistre survient, il va se surassurer, c'est-à-dire qu'il va prendre une franchise négative. Bon, et à peu près, toute la réglementation de base des assurances, c'est d'empêcher ça. C'est d'empêcher ça parce que, évidemment, si les gens se surassurent, il y a un aléa moral considérable. Et l'aléa moral, c'est pas bon parce que ça détruit de la valeur. D'accord. Bon, alors, quand je vous dis l'aléa moral, c'est pas bon parce qu'il y a destruction de valeur, c'est pas des trucs récents. Hein. C'est-à-dire que la prévention de l'aléa moral en interdisant l'assurance complète, c'est à peu près vieux comme l'assurance. Les premiers règlements qu'on a trouvés là-dessus, c'est le livre du consulat de la mer, qui est en gros le code, c'est pas le code des assurances, mais c'est les règles du commerce maritime de Valence, de la République de Valence en Espagne. Le consulat d'Omar, ça doit dater du XIIIe siècle, et dès le XIIIe siècle, il y a interdiction de l'assurance complète, justement, pour éviter l'aléa morale, voire encore plus de la surassurance.
Les premiers textes réglementaires sur l'assurance en France, c'est l'ordonnance de Marine de Colbert, 1681. Pareil, interdiction de l'assurance complète et obligation d'une franchise de 10%. Parce que on veut pas que... on veut pas quoi? On veut pas que... Si les gens sont complètement assurés, ils font pas gaffe, voire ils cherchent le sinistre. Bon, et donc concrètement, si dans votre prime d'assurance, vous avez un coût fixe, ce qui paraît être quand même le fonctionnement en gros de l'assurance, vous avez fatalement un coût fixe parce que vous avez une administration, parce que vous avez des fonds propres, prudentiels, parce qu'il faut rémunérer les actionnaires, parce que vous avez des coûts réglementaires. Donc tout ça se comporte. Si vous considérez tout ça comme des fonds propres, c'est-à-dire que si vous considérez que vous pouvez étendre infiniment votre activité sans augmenter cet investissement préalable, vous vous retrouvez avec quoi? Avec un lambda, un chargement. Et du coup, puisque vous avez un chargement, normalement, les assurés ne doivent pas s'assurer complètement, sauf s'ils mentent sur leur niveau de risque. Donc, en principe, il ne devrait pas y avoir de surassurance, sauf mensonge de l'assuré sur son propre risque, dans le but de récupérer des indemnités supérieures à ce qu'il aurait dû toucher. Bon, est-ce qu'il est possible qu'il n'y ait pas d'assurance? Oui, en fait, il n'y a pas d'assurance si le montant de la franchise est égal au montant du sinistre. Et c'est le cas en particulier si le coût marginal de la première unité d'assurance dépasse son bénéfice marginal, d'accord? Autrement dit, il faut que la prime dépasse un certain montant pour que l'individu ne s'assure pas. Bon, je ne vais pas caractériser ce montant, d'accord? Mais en revanche, typiquement, ça revient à ce que je vous expliquais avant d'entrer dans ce calcul. C'est l'idée que même si vous avez de l'assurance pour le risque, à partir du moment où le chargement est trop élevé, vous n'allez pas prendre certains contrats. Enfin, le chargement est trop élevé pour que ça vous intéresse du point de vue de vos préférences. Et donc, typiquement, c'est tout à fait raisonnable que vous vous assuriez pas pour certains contrats et que vous assuriez pour d'autres, justement soit parce que le chargement n'est pas le même sur les deux contrats, soit parce que la perte potentielle n'étant pas la même, votre aversion pour le risque, votre aversion absolue est plus élevée dans le cas d'une grande perte, à un niveau de richesse constant pour vous. Donc concrètement, c'est parfaitement raisonnable de penser que vous assurez les grands risques, mais pas les petits risques. Voilà. Bon, donc ça, en gros, c'est comment se construit la demande d'assurance. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la statistique comparative. En fait, on va faire trois trucs, d'accord? C'est-à-dire que on a regardé concrètement quelle était la solution du problème de demande d'assurance. On va faire la statistique comparative pour voir comment les différentes spécifications du risque influencent la demande. Et puis après, ce qui va nous intéresser quand même, c'est de regarder des trucs de base qui ne sont pas juste de la statistique comparative, mais qui sont concrètement du comportement, des problèmes classiques d'assurance qu'on ne voit pas si on ne fait pas de micro. Bon. Donc, pour notre statistique comparative, si on s'intéresse à l'effet d'un changement dans la richesse initiale, et en gros, on s'intéresse oui, c'est ça. Enfin, comment est-ce que le changement de la richesse de l'agent va influencer sa demande d'assurance? Bon, on a toujours nos deux états, d'accord, et on sait que le consommateur fixe sa franchise de sorte que son espérance d'utilité soit maximale. Bon, donc c'est notre condition de premier ordre de tout à l'heure. Enfin, pardon, c'est notre problème de maximisation qu'on a déjà résolu. Bon, si on a un lambda positif, et donc, alors c'est pas P supérieur à P, pardon, j'aurais dû dire, excusez-moi, c'est pi supérieur à P. Donc ça va pas, ça devrait être un symbole. Voilà. Donc, si le coût de l'assurance est supérieur à la probabilité de sinistre, alors notre condition de premier ordre, elle va être telle que, on ne peut pas la simplifier. Et sur cette condition de premier ordre, on peut s'intéresser à l'impact d'un changement de la richesse initiale sur la demande d'assurance. Comment est-ce qu'on fait?
on va regarder en fait le signe de la variation, enfin le signe de la dérivée ou de la différentielle du niveau de franchise par rapport au niveau de richesse. Alors, il faut juste faire gaffe au fait que la variation de la franchise, c'est l'opposé de la variation de la demande d'assurance. D'accord ? C'est-à-dire que si la franchise diminue, c'est que la demande d'assurance augmente. Bon, mais donc, en fait, on va partir de notre condition de premier ordre, et puis qu'est-ce qu'on va faire ? On va considérer qu'elle reste égale à 0, et puis on va différencier la condition de premier ordre par rapport à la variable de décision qui est le niveau de franchise, d'accord ? En considérant que toutes les autres variables du problème, c'est-à-dire le niveau de richesse, je me suis encore trompé, la probabilité de sinistre, le prix de l'assurance et le montant des dommages, on considère que tout ça c'est exogène. D'accord ? Donc on peut écrire, en fait, on peut écrire quoi ? On peut écrire que notre condition de premier ordre, c'est une fonction de tous ces paramètres, et puis on peut dire qu'à l'optimum, la valeur de cette fonction, c'est 0. Et là, ce qu'on peut faire, c'est s'intéresser à l'impact d'un changement de R, toute chose égale par ailleurs, et puis voir comment la franchise doit s'ajuster pour que cette fonction reste nulle. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? En différenciant H, et on va différencier donc H par rapport à R, et puis du coup, on va voir comment ça doit s'ajuster la franchise pour que, pour que le niveau de H reste le même, c'est-à-dire pour qu'on reste à l'optimum. Bon, donc concrètement, la différentielle totale de H, c'est-à-dire de cette fonction qui représente la condition de premier ordre à l'équilibre, pardon, à l'optimum. Donc quand on dérive cette fonction, quand on différencie cette fonction H par rapport à la fois à la franchise et à la fois à la richesse, sous la condition donc que la fonction H reste nulle, et donc que la somme des différentiels soit nulle, qu'est-ce qu'on a ? Là, en gros, on écrit clairement, ce qu'on montre clairement, c'est en gros, si je choque la valeur de ma fonction sur la richesse, quel choc je dois faire sur la franchise pour compenser la variation du niveau de richesse. C'est aussi bête que ça, ce truc-là, cette différentielle totale. Bon, et donc, la question, c'est comment s'ajuste la demande d'assurance quand le niveau de richesse change. Donc, concrètement, on impose une variation nulle de la fonction qui représente la condition de premier ordre, et en fait, on va déduire ce que vaut df quand on a un dr positif. Bon. Alors, par le théorème des fonctions implicites, en fait, qui est un truc de base en micro, parce que ça sert tout le temps à faire ce genre de truc de statique comparative, on va dire quoi ? On va dire que la variation de la franchise, quand on fait varier le revenu, c'est quoi ? C'est en fait la différentielle de cette fonction qui représente la condition de premier ordre par rapport au revenu, divisée par la différentielle de cette fonction qui représente donc la condition de premier ordre par rapport à la franchise avec un signe moins devant. Il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à faire. Pour ça, même si mon PowerPoint a du mal, et ma connexion aussi. Voilà, on y est. Bon, en fait, qu'est-ce que vaut DH sur DF ? En fait, DH sur DF, concrètement, vous vous souvenez que quand on fait le programme de maximisation, enfin quand on résout le programme du consommateur, comme ce qu'on cherche à faire, c'est maximiser l'espérance d'utilité par rapport à F, en fait, quand vous dérivez votre condition de premier ordre par rapport à F, vous trouvez votre condition de second ordre. Bon, et donc, la quantité, la dérivée de la condition de premier ordre par rapport à F, puisqu'on est à un maximum d'utilité, la dérivée seconde doit être nulle. Voilà. Donc ce terme-là, pardon, pas nul, mais négatif. Ce terme-là doit être négatif. Ce terme-là doit être négatif puisqu'on est à un max de la dérivée de l'espérance d'utilité par rapport à F.
OK. Bon, donc ça, c'est une première chose. Mais le truc, c'est comment est-ce qu'on va trouver maintenant DH sur DR? Eh ben, en fait, euh, puisque, puisque, en gros, attendez que je ne dise pas de bêtises, je vais revenir à ce qu'on avait avant. On a dit DF sur DR. C'est quoi? C'est DH sur DR moins, enfin, donc la variation de la franchise quand la richesse augmente, c'est en fait c'est la variation, c'est moins la variation de cette condition de premier ordre quand la richesse augmente sur la variation de cette condition de premier ordre quand la franchise augmente. Donc ça, on a dit que c'était de signe négatif. Donc on a un moins et un signe négatif. Donc concrètement, le sens de variation de la franchise quand la richesse augmente, c'est le signe de ça. C'est le signe de DH sur DR. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça vaut DH sur DR? Ben, il n'y a qu'à regarder de près. Si on part de l'expression de H et qu'on développe pour retrouver R, pour pouvoir différencier ce machin-là par rapport à R, il faut retrouver R. Donc, il faut développer Rn et Rs. Bon, et maintenant, quand on dérive par rapport à R, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ce qu'on a déjà trouvé, en fait, pi 1 moins pi 1 moins p u seconde de l'état sans sinistre, moins 1 moins pi p u seconde de l'état avec sinistre. Alors, en réarrangeant tout ce bazar, on va arriver à quoi? On va arriver, en fait, à reconnaître un truc qui est un peu compliqué, mais au bout du compte, et ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ça va être de montrer, en fait, que sous l'hypothèse d'une aversion absolue au risque qui décroît avec la richesse, ce qui, ne l'oubliez pas, n'est pas le cas avec les fonctions d'utilité quadratique, alors, sous l'hypothèse d'une fonction d'utilité décroissante, pardon, d'une aversion pour le risque décroissante avec la richesse, on doit avoir DH sur DR qui est positif, et donc on doit avoir une franchise qui baisse pardon, une franchise qui augmente quand la richesse augmente, et donc une demande d'assurance qui baisse quand la richesse augmente. Bon, ce qui était un peu téléphoné, puisqu'on s'était donné. Enfin, concrètement, l'idée que l'aversion au risque absolu est décroissante avec la richesse, on sait que ça doit se traduire par le fait qu'une prime contre un risque additif, enfin, la demande d'assurance contre un risque additif doit être décroissante. Là, c'est la démonstration formelle. Bien. Donc, la franchise d'assurance augmente quand la richesse initiale augmente, dans le cas d'un risque et un risque additif, on l'a vu. Autrement dit, la demande d'assurance décroît avec la richesse. Bon, et ça semble aller de pair avec l'hypothèse d'une aversion décroissante au risque absolu avec la richesse. Au passage, un bien dont la demande diminue quand la richesse augmente, ça s'appelle un bien inférieur. Et un bien inférieur, c'est toujours étrange. Enfin, il y en a des biens inférieurs. Mais bon, d'abord, on va essayer de rationaliser ce truc-là. Donc, quand la richesse augmente, l'aversion absolue au risque diminue. L'individu perçoit moins le bénéfice marginal de l'assurance parce qu'en fait, il a le risque dont le montant c'est une aversion absolue. Donc, c'est un risque dont le montant est le même, alors que la richesse augmente. Donc, c'est un risque qui est plus faible relativement à la fortune. Donc, l'individu s'assure moins. Donc, concrètement, c'est ça que décrit ce résultat. Et ça semble être cohérent avec le fait que, encore une, c'est ce que je vous ai déjà raconté, on prend des assurances contre des petits risques quand, en gros, on n'a pas les moyens de remplacer la perte qui est due à ces petits risques. OK. Alors, des biens inférieurs, si vous vous souvenez de vos cours de micro de première année, typiquement, c'est quoi? C'est la margarine, les patates, enfin bon, les aliments bon marché. Donc, vous savez que quand vous avez un revenu qui augmente, là, je parle en termes de revenus et plus de richesse, parce que de fait, quand on fait de la conso, normalement, on parle en termes de revenus. En gros, quand vous avez votre revenu qui augmente, vous allez avoir tendance à consommer moins de biens inférieurs et plus de biens supérieurs, qui sont les biens normaux, plus de biens normaux, justement, c'est-à-dire ceux dont la consommation augmente avec le revenu. Le cas extrême des biens inférieurs, c'est les biens qui fun, dont la part relative dans le revenu augmente, même quand le prix de ces biens augmente. C'est le cas des aliments de base.
Parce que concrètement, quand vous avez pratiquement plus d'argent, tout ce que vous allez consommer, c'est à manger. Et donc les biens GIFEN, typiquement, c'est l'alimentation. Alors, c'est là où on rencontre un truc qui peut apparemment être problématique, c'est que si on définit l'assurance comme un bien inférieur, on vient de voir qu'elle l'était, ça entre en conflit avec l'idée que la consommation d'assurance augmente avec le revenu. Alors, sauf qu'en fait, vraiment, on parle de deux choses différentes. C'est-à-dire que l'assurance, c'est un bien inférieur à l'échelle individuelle, c'est-à-dire moi, si mon revenu augmente, je vais peut-être renoncer à certaines assurances. Alors que si on regarde en couple longitudinal les pays où le PIB par tête est plus élevé vont avoir tendance à consommer plus d'assurance. Ce n'est pas une vision en l'air. Il y en a peut-être même dans la promo, je ne me souviens plus, qu'on fait le mémoire l'an dernier en L3 avec moi, où justement on a regardé le taux de pénétration et la densité d'assurance en fonction du PIB. Et on a bien vu qu'il y avait une relation croissante. Donc, par exemple, c'est Swiss Re qui est spécialiste de ce genre de représentation. Donc là, on a quoi? Là, on a les primes brutes souscrites en pourcentage du PIB. Donc, les primes brutes souscrites en pourcentage du PIB, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est la pénétration d'assurance. Je devrais dire quand même à un moment donné que quand on essaie de regarder l'importance du secteur de l'assurance dans le PIB, on regarde souvent les primes brutes souscrites. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on regarde les primes brutes et pas les primes nettes? Et elle est intéressante parce que la question subsidiaire, enfin la question qu'on ne pose pas d'habitude, c'est quoi la différence entre les primes brutes et les primes nettes? Et la réponse, c'est que pour l'essentiel, c'est les frais de souscription. Et ces frais de souscription, vous les payez à qui? Vous les payez à ceux qui vous distribuent. Et donc, en fait, quand on regarde les primes brutes souscrites, ça contient les frais de souscription qui sont donc payés à ceux qui vendent vos produits d'assurance. Et ceux qui vendent vos produits d'assurance, ceux qui en assurent la distribution, c'est essentiellement trois entités. C'est les réseaux bancaires dans le cas de la banque assurance, où les produits d'assurance sont vendus au guichet des banques. Donc, typiquement, c'est l'assurance vie, mais peut-être que vous êtes aussi assuré en multirisque habitation à la poste, dans ce cas-là, à la banque postale en l'occurrence, dans ce cas-là, c'est aussi de la banque assurance. C'est les agents généraux, qui sont donc pas des salariés, qui sont des indépendants, mais qui ont des contrats exclusifs avec des compagnies. Et donc, de fait, puisqu'ils ne sont pas payés par des salaires, ils sont payés par des commissions sur les contrats qu'ils vendent. Donc, quand un agent général vous facture un contrat, 100 €, il va garder 10 € de commission. Et donc, la prime brute, c'est 100, la prime nette, c'est 90. Puis surtout, le troisième gros canal de distribution, c'est les courtiers. Et les courtiers, ça peut être aussi des comparateurs d'assurance, d'accord, ou des sites de vente en ligne. Et là aussi, eux aussi, ils peuvent prendre leur marge. La différence entre les courtiers et les agents, c'est que les courtiers n'ont pas de contrat exclusif avec une compagnie. Mais là encore, la différence entre les primes brutes et les primes nettes, c'est la marge de courtage. Bon, donc en fait, quand on compte les primes brutes, au lieu de compter les primes nettes, on compte non seulement le chiffre d'affaires du secteur de l'assurance, mais aussi le chiffre d'affaires du secteur de la distribution d'assurance. Donc, par exemple, le chiffre d'affaires que les banques qui vendent de l'assurance font, et puis le chiffre d'affaires des courtiers et des agents généraux. Et on a l'idée quand même que l'intérêt des primes brutes, c'est qu'on mesure le périmètre de l'écosystème assurance, de l'écosystème du secteur de l'assurance, puisqu'on compte aussi la distribution. Il n'y a quand même pas beaucoup d'activités économiques dont on compte la contribution au PIB sans compter la distribution. Vous ne considérez pas que les constructeurs auto, c'est des mecs qui font des bagnoles et puis qui les mettent sur des parkings. Vous pensez quand même que les constructeurs auto, c'est des gens qui vendent des voitures, d'accord, aussi. De la même manière, vous ne considérez pas qu'EDF, c'est fabriquer de l'électricité et puis ensuite débrouillez-vous. Alors bien sûr, il y a un réseau de distribution et la raison pour laquelle le réseau de distribution est séparé, c'est justement parce qu'il y a des effets de réseau, parce qu'il y a des bonnes raisons de le séparer. Donc c'est uniquement quand il y a des bonnes raisons de séparer qu'on va séparer les distributions. En l'occurrence, tendance au monopole naturel. Là, pour l'assurance, comme il n'y a pas de tendance au monopole naturel dans l'assurance, du moins pas encore, peut-être qu'un jour avec Google il y aura, mais pour l'instant il n'y a pas, on inclut la distribution dans le secteur et on se retrouve donc à regarder les primes brutes. Et donc les primes brutes, si on les regarde ici typiquement, vous voyez le PIB par tête
en milliers de dollars. Bon, c'est évidemment des dollars PPA. En ordonnée, on a la pénétration, donc les prix de but divisés par le PIB. Et on constate quoi? On constate que la pénétration s'élève avec le PIB par tête. Et donc, c'est pour dire que non seulement la consommation, non seulement la demande d'assurance augmente, mais c'est même. En fait, il aurait suffi là qu'on mette une densité d'assurance, c'est-à-dire qu'on mette simplement les primes par tête. Alors là, on a les primes en pourcent du PIB. Donc, en gros, quand le PIB augmente, la pénétration augmente, ce qui signifie que la demande. Là, le fait que la pénétration augmente quand le PIB par tête augmente, c'est que là, en fait, la demande augmente plus vite que le PIB. Donc, c'est pas seulement que l'assurance est un bien normal. Ce serait un bien normal si la demande augmentait au rythme auquel le PIB augmente. Là, c'est que la demande augmente plus vite que le PIB. Bon. Au point qu'on peut tracer ce qu'on appelle une courbe en S. D'accord? Parce que, alors, bon, là, vous voyez, l'ajustement n'est pas terrible. Alors, le grand truc de Swiss Re, c'est l'étude de la courbe en S. Alors, l'idée de la courbe en S, c'est quoi? C'est que dans les pays où le PIB par tête est faible, il n'y a pas beaucoup de progression de la densité ou de la pénétration d'assurance. Là, c'est la pénétration encore. C'est encore la pénétration par rapport au PIB par tête, sauf que cette fois-ci, l'échelle des PIB par tête est une échelle logarithmique. Et là, ça permet, donc comme on a une échelle beaucoup plus large en termes d'abscisse, puisqu'on part quand même à 0,1 $, c'est en milliers, d'accord? Donc on part d'un PIB de 100 $ par an et par tête, c'est quand même pas beaucoup, puisque le minimum de subsistance c'est 400. Le truc de la Banque mondiale, c'est le minimum de subsistance, c'était 0,9 $ par jour et par personne en PPA 90, et en PPA 2010, c'est 2 $. Ce qui fait 800 $ par an, donc on est juste là. D'accord. Et donc ce qu'on voit, c'est que, alors même si le nuage de points est quand même très dispersé, on a quand même le sentiment que pour des niveaux de PIB par tête faibles, la progression de la demande est quasiment nulle. Pour des niveaux de PIB par tête très forts, la progression de la demande est quasiment nulle. Et entre les deux, il y a une croissance soutenue. D'où l'idée que ça ressemble plus ou moins à un S sévèrement étiré, aplati. Bon, alors la courbe en S, vous pouvez chercher S-curve insurance, vous allez voir, il y a de la littérature. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est un petit paradoxe de la micro de l'assurance, que d'un côté, on montre que l'assurance est un bien inférieur dès lors qu'on a une aversion pour le risque décroissante, une aversion absolue pour le risque décroissante. Et cette aversion absolue pour le risque décroissante, ça semble correspondre à l'expérience. Et pourtant, la consommation d'assurance augmente avec le revenu, et elle augmente même plus vite que le revenu, dans en gros, entre, on va dire, je sais pas quoi, 5 000 et 50 000 $ par tête. Donc, comment est-ce qu'on rend compte de cette contradiction? Soit on dit, ah oui, mais c'est pas pareil, la cross-section et puis le time series, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas pareil quand je suis un individu dans le temps et quand je regarde en couple longitudinal les économies, mais là, on n'a pas fait avancer l'analyse en disant, ah, c'est pas pareil. Soit on essaie d'en rendre compte, et évidemment, la manière d'en rendre compte, c'est l'idée que l'aversion absolue au risque est décroissante. Donc, quand je m'enrichis, je vais moins avoir tendance à assurer un risque donné dès lors que ce risque ne varie pas en taille en même temps que ma richesse. En revanche, mon aversion relative pour le risque, il se pourrait bien qu'elle soit croissante. Et on peut imaginer qu'on est. Alors le problème, c'est qu'on ne trouve pas de fonction d'utilité qui donne une aversion absolue décroissante et une aversion relative croissante. On a plutôt des fonctions d'utilité qui donnent, comme on l'a vu d'ailleurs, si on prend la fonction log, on a plutôt une aversion absolue décroissante et une aversion relative constante. Donc ça ne se réconcilie pas tout à fait avec les faits, pardon, on n'a pas de fonction qui rende compte de manière satisfaisante de cette courbe en S, mais en revanche, on aurait au moins des fonctions type log qui rendent compte de manière satisfaisante du fait qu'on ait une aversion absolue décroissante et une aversion relative constante.
Voilà. Ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que, en fait, l'astuce, c'est qu'on aurait une exposition au risque qui croît plus vite que la richesse quand la richesse augmente. Une exposition au risque. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a une concentration géographique, où il y a une augmentation de la criminalité, parce que, comme vous le savez, ils sont partout dans nos villes, dans nos campagnes et sur les réseaux sociaux. Bref, on pourrait imaginer qu'il y ait des changements exogènes qui fassent que même si la version relative est constante, on a quand même une demande d'assurance qui est croissante. Bon, ça c'était... alors, pourquoi c'est intéressant quand même ce phénomène? Parce que c'est toujours intéressant les contradictions entre les logiques micro et les logiques macro. C'est intéressant quand il y a apparemment une solution de continuité ou un effet de composition. C'est-à-dire que la logique micro qu'on observe, la demande d'assurance est décroissante en fonction de la richesse pour un risque donné et qui ne varie pas avec la taille de la richesse. Ça a l'air d'être contredit par la demande macro d'assurance. C'est toujours intéressant de rendre compte par des arguments micro des sophismes, des effets de composition macro. Ça prouve qu'on a compris quelque chose d'autre que de dire « Ah ben c'est pas pareil ». Voilà. Bon, donc fin des digressions sur la richesse. Et maintenant, quel est l'effet d'un changement de prix? On va étudier l'effet d'un changement de prix avec la même méthode. Et donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on différencie la fonction qui représente la condition de premier ordre par rapport à la fois à la franchise, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est la variation de la franchise, et puis au prix de l'assurance. On utilise à nouveau le théorème des fonctions implicites, et on en déduit exactement comme tout à l'heure que le signe de la variation de la franchise, ça doit être le même que le signe de la variation de cette quantité totale qui représente la condition de premier ordre par rapport au prix de l'assurance. Bon. L'intuition, c'est qu'on s'attend à ce qu'un accroissement du prix de l'assurance favorise la rétention de risque et réduise la demande d'assurance. Sauf que oui et non, puisqu'on a vu que c'était un bien inférieur. Donc si c'est un bien inférieur, ça peut aussi être un bien Giffen, tant qu'à faire. Donc qu'est-ce qu'il en est? Alors si on développe, en fait, je passe le truc parce que de toute façon, vous allez regarder ça à tête reposée, vu l'heure qu'il est. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que on a un effet de substitution qui est concrètement que quand le prix de l'assurance augmente, effectivement, on va avoir tendance à vouloir consommer moins d'assurance, mais on a aussi un effet de richesse qui fait donc que quand le prix de l'assurance augmente, comme on est relativement moins riche, on se retrouve avec une aversion absolue pour le risque plus forte. Donc, sous l'hypothèse d'une aversion au risque absolu décroissante avec la richesse, la peur du risque s'accroît, le désir d'assurance s'accroît quand le prix s'accroît aussi, et du coup, le résultat est indéterminé. Alors évidemment, sous l'hypothèse d'une aversion au risque absolu croissante, quand les prix de l'assurance augmentent, on va s'assurer plus. Mais si ce n'est pas le cas, on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quoi dire, et donc on arrête le cours parce que c'est tout pour aujourd'hui. Et on repartira la semaine prochaine sur les effets des changements d'aversion au risque, et ce sera très bien comme ça. Merci de votre attention, et vous avez été d'un silence absolu. Ah oui, parce que j'ai raté j'avais pas regardé la fenêtre de chat. Bon, je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais quand même regarder ce qu'il y a dans la fenêtre de chat, voir s'il y a besoin de répondre.